6 h à 9 h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En tant que procureur le jour et écrivain de polar la nuit, avec 16 romans à son actif et plus de 350 000 exemplaires vendus, il est devenu un auteur de polar incontournable en Suisse. 6 de ses romans policiers ont déjà été traduits dans 40 langues. Son dernier roman, L'affaire Alaska Sanders, a été le plus lu parmi les auteurs francophones en 2022 en Suisse romande. Nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau ce matin Nicolas Feuys, qui vient de signer un contrat avec Joël Dicker aux éditions Rosie et Wolf pour la publication d'un nouveau livre à l'automne qui paraîtra à l'automne prochain. Je vais y arriver, ça c'est les problèmes du prompteur. Ce nouveau roman se déroulera en Suisse romande, notamment à Genève, Lausanne, Neuchâtel et en France voisine. Bonjour Nicolas Feuys. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et merci de votre indulgence. J'ai eu quelques petits soucis de lecture avec le prompteur ce matin, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Pas de soucis, c'est tôt. Alors, dois-je vous appeler monsieur le procureur ou est-ce que je vous appelle par votre prénom? Comment est-ce que vous appelez? Nicolas, ça va très bien. Je crois qu'ici j'ai la casquette de procureur. De procureur. Bon, même moi, d'écrivain. D'auteur. Merci d'être avec nous alors, monsieur Feuys. Merci d'être là pour nous parler justement de tout ce qui vous arrive en ce moment. On l'a dit, dans l'actualité, vous avez changé maintenant de maison d'édition. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez signer une collaboration avec notamment Joël Dicker. Mais avant de parler de ça, moi j'aimerais qu'on parle quand même de... vous l'avez dit, là, vous avez mis les pieds dans le plat, en quelque sorte, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Procureur, auteur de polar, c'est deux activités qui, a priori, sont pas toujours en adéquation. Alors, elles peuvent paraître antinomiques, puis à la fois elles sont complémentaires, parce que finalement, je travaille, oui, je peux dire que je travaille, parce que l'activité d'écrivain est devenue maintenant un métier, puisque je travaille comme procureur à temps partiel depuis 2 ans et demi. Et voilà, l'activité de procureur, avant j'étais juge d'instruction, j'ai été 12 ans juge d'instruction, 12 ans procureur, et finalement, c'est gérer, c'est diriger la police judiciaire, la gendarmerie tous les jours dans des dossiers pénaux. D'accord. Et puis ensuite aller défendre certains de ces dossiers devant le tribunal. Ouais. Et comment on arrive à concilier ces deux activités qui sont diamétralement opposées? Alors, enfin, pas tant que ça, comme vous venez de le dire, mais... Ouais. Non, alors après, je pense que j'ai pas mal de collègues qui soient procureurs, qui soient juges, qui ont aussi, j'ose espérer, des hobbies, donc qui fassent du sport, qui fassent de la musique, qui fassent d'autres choses. Moi, j'ai choisi l'écriture, qui était au début un hobby, qui est devenu ensuite un hobby chronophage, et puis, c'est vrai, il y a de ça 2 ans et demi, j'ai un peu retardé la décision à cause de la période Covid, mais il a fallu que je réduise le taux d'activité, ce que la loi cantonale m'autorisait à faire. Et je dois être un des... Alors pas le premier, mais un des premiers procureurs en Suisse romande à avoir pu faire du temps partiel. Donc actuellement, je travaille à 70%, puis normalement, au 1er janvier 2024 ou 2025, je pense plutôt 2024, je vais passer à 50%. En revanche, je ne pourrai pas aller en dessous. D'accord, donc vous avez un agenda, j'imagine, bien chargé. Vous arrivez à dormir quand même de temps en temps? Parce que vous dormez, enfin vous dormez combien d'heures par... Sauf quand M le média m'invite à 6h du matin, mais... non, je suis quelqu'un qui a besoin de sommeil, qui veille aux heures de sommeil, parce que sinon on entre dans une spirale et on s'enfonce dans... Voilà. Et après on est plus productif. Donc je veille à ça, mais après c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... comment on va dire ça? Je trouve plus le mot monomaniaque, on va dire monomaniaque de l'agenda, donc je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé, autant pour le travail de procureur que pour le travail d'écrivain, que probablement dans ma vie privée. Moi j'ai mon amie qui se fiche toujours de moi parce que j'ai toujours mon agenda sous les genoux, et elle me dit mais finalement on va même mettre nos rendez-vous intimes dans l'agenda, quoi, donc... Donc il faut être très rigoureux, c'est ça ce que vous attendrez pour pouvoir avoir une discipline de vie en quelque sorte. Existe-t-il une sorte d'autocensure, ou au contraire vous avez une totale liberté d'expression? Parce que j'imagine que quand on écrit comme ça, on doit un petit peu s'inspirer de son travail pour pouvoir... Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Alors j'ai évidemment les limites du secret de fonction, donc il y a des sujets dont je peux m'inspirer librement, que j'appelle les généralités, le travail de la police judiciaire, gendarmerie, police scientifique, médecine légale,
Et j'en passe finalement, cette ambiance générale du monde judiciaire avec les avocats, aussi le monde carcéral. Donc ça, je m'en inspire très largement et à peu près sans filtre. Ensuite, utiliser les bribes d'une affaire, ou alors une affaire complète, ça c'est exclu. En revanche, utiliser les bribes d'une affaire, un petit détail sur une scène de crime, un petit dialogue en salle d'autopsie. Ça, je peux le faire et puis je le transpose dans un autre univers. Et personne ne reconnaît, à part les policiers qui ont travaillé sur l'affaire. Donc ce travail de procureur, lorsqu'on est auteur, peut aider à l'inspiration. Mais est-ce que le contraire est possible aussi ? On m'a souvent posé la question, j'avoue que j'y réfléchi. Bon, l'écriture d'une ordonnance judiciaire est vachement différente de l'écriture d'un polar, donc je me suis demandé si j'étais devenu plus littéraire dans mes ordonnances judiciaires. Bon, c'est clair que les ordonnances judiciaires n'ont en principe pas de dialogue, donc ça, on va pas mettre des tirets de dialogue et des dialogues. Mais peut-être que j'ai des tournures de phrases dans mes ordonnances qui ont changé, mais je me suis pas amusé à analyser ça. Après, dans les réflexes pour traiter les affaires, je dirais non, parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Complètement différentes, et vous arrivez bien à faire la part des choses. Merci d'être là, en tout cas, ce matin. Vous parlez beaucoup de la région, hein. Ça, c'est par contre une vraie source d'inspiration, notamment Neuchâtel, mais pas que. Mais pas que. Alors, c'est vrai que mes premiers polars étaient beaucoup tournés sur Neuchâtel, quoique dès le premier, on partait pour la moitié au Kenya. Le deuxième, on partait aussi en Croatie. Mais c'était Neuchâtel parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de parler de ce qu'on connaissait. Et évidemment que si on décrit les lieux dans lesquels on vit, on a moins besoin de faire de recherche, de repérage sur les lieux. Et pour moi, d'écrire une scène de course-poursuite en ville de Neuchâtel, par exemple, ou une scène de suspense, est plus facile que de la placer à Lausanne ou encore à Marseille ou à Bordeaux. Donc j'ai commencé comme ça, mais après, au fil des livres, je me suis dit, bon, bah, tu vas pas faire que Neuchâtel. Et je commençais à beaucoup voyager pour les dédicaces, pour les salons, donc je profitais aussi un petit peu de visiter des villes. Je connaissais pas du tout Vevey, je connaissais pas du tout... Enfin, je connaissais comme ça, mais très vaguement. Et là, j'ai vraiment commencé à m'y promener, à me dire, ah tiens, là, il y a un endroit sympa pour un polar. Et j'écarte le terrain de jeu. Donc maintenant, c'est la Suisse romande. Maintenant, c'est la Suisse romande, ou voire même la France. Et même la France voisine, on le disait tout à l'heure. Donc Genève, Lausanne, Neuchâtel et France voisine pour le prochain album qui sort pour cet automne. Hein. Normalement pour le 5 octobre. La date de sortie est plus ou moins fixée, mais il peut toujours y avoir des impondérables qui font qu'elle est décalée, mais en principe c'est le 5 octobre. Ce matin, Nicolas Feuys, merci d'être avec nous, procureur et auteur de polar à succès. Merci d'être là pour nous parler un petit peu de votre actualité. Alors on l'a dit un petit peu, comment dire, en primeur, pour cet automne, un prochain livre, c'est quoi, le 17e, hein, c'est ça? 16 ou 17e? Ça va être le 17e. Ça va être le 17e polar. Je dis toujours polar pour adultes, mais ça n'a rien à voir avec les scènes de sexe. C'est juste pour les différencier des polars pour enfants. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'en marge des polars pour adultes, bah, j'écris un peu pour les enfants. J'ai des sorties intermédiaires. Là, je viens d'avoir une sortie il y a 4-5 jours d'un recueil de nouvelles. Toutes les nouvelles que j'avais écrites depuis 2013 jusqu'à 2023, qui s'appelle Les Passeurs et autres nouvelles. Ouais. Mais là, je suis vraiment déjà dans le trend pour la sortie d'octobre. Ouais. Les polars, ça fonctionne en Suisse. C'est incroyable. En Suisse romande, il y a un vrai public. Pour ça, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que les gens lisent encore, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, alors il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu un regain de lecture avec la période Covid. D'ailleurs, à la fin de la période Covid, vraiment, les libraires le disaient, il y a eu une explosion, déjà pendant la période, d'achat de livres, qu'ils soient en papier, qu'ils soient en e-book. Et malheureusement, tout a été un peu freiné, mais rien à voir avec le Covid, plutôt avec l'apparition de la guerre en Ukraine et tout ce qui en a découlé, augmentation du prix de l'essence, etc. Mais les gens se sont remis à lire, ou en tout cas ont continué de lire, et les jeunes, c'est assez impressionnant. Ça c'est bien, ouais, c'est plutôt de bon augure, effectivement. Moi j'ai vu ces 2 dernières années une diminution nette de la moyenne d'âge pour mes polars. Ok. Très bien. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce succès, Nicolas Feuys? C'est quoi? C'est le style, la recette Nicolas Feuys? Il y en a une ou c'est... Comment vous expliquez ce succès incroyable? Je pense que dans l'imaginaire des gens, il y a déjà une certaine crédibilité par mon autre métier. Ouais. En disant, bah voilà, ce qu'il écrit, ça doit être juste, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc j'essaye d'être absolument juste dans les procédures, évidemment, dans le travail de la police judiciaire, scientifique et tout ça, de coller au plus près de la réalité. Mais ensuite, quand je glisse une course-poursuite en ville de Lausanne ou une scène de suspense dans un parking à Genève, c'est un peu plus éloigné de notre réalité de procureur.
procureurs ou même de policiers suisses. Mais ça fait un peu rêver parce que ça nous réfère forcément peut-être à des films qu'on a vus, des séries américaines ou que sais-je. Ça peut avoir une espèce d'effet miroir comme ça, de reflet de ce qu'on a pu imaginer et de la retranscrire dans notre région. Alors c'est exactement ça. Pour moi, je dis toujours, mes sources d'inspiration, c'est d'une part mon travail et vraiment la réalité du terrain des policiers en Suisse. Et d'autre part, mon attrait pour la littérature policière, pour le cinéma, les téléfilms policiers. Et finalement, j'ai pris tout ça, je l'ai mis dans un mixeur. Et il en ressort des polars qui sont, pour certaines scènes, parfaitement réalistes. Pour d'autres, un peu plus télévisuelles. Mais Vous avez le temps de regarder un petit peu des séries Beaucoup moins qu'avant. Ou des films, justement. Mais quand je regarde des films ou des séries, c'est essentiellement du polar. De temps en temps, je me fais une petite récréation avec du fantasy fantastique, science-fiction ou des drames. Je suis pas trop téléfilm de Noël, mais... À l'époque, c'était quoi, Starsky et Hutch ou pas? Non. Il y a eu Starsky et Hutch, il y a eu Columbo. Ça peut être penser à ça. Comment il s'appelait, le détective Derrick? Non, je sais plus. Il y avait il y a eu les Derrick, il y avait Chips. C'était les motards. Des séries comme ça, effectivement, qui nous rappellent quelques souvenirs. Et puis, alors, c'est nouveau, cette collaboration avec la maison d'édition de Joël Dicker, Rosie et Wolf. Grand changement. Alors, pourquoi changer d'éditeur? Ça fonctionnait plus avec Slatkin? Alors, Slatkin et compagnie, qui est un peu la filiale parisienne de Slatkin Genève, c'était une excellente collaboration. Après, c'était du côté français une édition qui était relativement jeune et qui avait une force de frappe moyenne. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne pourraient pas s'aligner sur la puissance de frappe d'un Joël Dicker. Maintenant, la puissance de frappe d'un Joël Dicker, on la connaît en tant que Joël auteur, on ne la connaît pas encore en tant que Joël éditeur. C'est ça. Et donc, il y a à la fois chez moi un phénomène d'excitation de passer, de collaborer avec lui, et ça se passe pour l'instant super bien. Mais il y a aussi une certaine appréhension de me dire... il y a un peu de risque aussi. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire ou pas. Et donc, je lui mets la pression. Voilà. Est-ce que l'éditeur vient mettre son grain de sel dans ce que vous faites? Est-ce qu'il a le droit de le faire finalement? Si oui, comment est-ce que vous recevez ce genre d'informations de la part de Joël Dicker? Oui, alors moi j'étais parti d'entrée, j'étais parti de l'idée que c'était pas Joël qui allait faire le travail d'édition, ce qu'on appelle l'editing sur le texte, parce que je me suis dit il n'a pas le temps. Et quand je lui ai envoyé mon manuscrit déjà à l'automne 2022, j'ai eu la surprise de voir qu'il l'avait lu lui-même et pas seulement survolé, parce qu'il m'a fait un retour extrêmement détaillé sur le texte. Il m'a suggéré des modifications, je les ai inclus pour certaines, pour d'autres un peu moins. Je lui ai renvoyé le texte, il l'a relu une nouvelle fois de manière détaillée, et puis là il m'a dit cette fois c'est bon, on peut l'envoyer en editing. Et là du coup il l'a envoyé alors vraiment à une éditrice qui est à Paris, qui travaille pour lui, qui fait vraiment le travail de fond. Alors c'est pas seulement de l'orthographe grammaire, c'est aussi des retouches sur des paragraphes, c'est relever des incohérences, c'est peut-être suggérer de rajouter un passage ça et là pour développer un personnage ou une scène. C'est rude comme travail, le travail d'editing. Mais c'est important d'avoir ce genre de retour. Pour vous, c'est réconfortant aussi, c'est rassurant. C'est rassurant, et puis il faut avoir, à un moment donné, on a tellement les œillères comme écrivain, même si on a relu son texte 2-3 fois, je dis toujours, il ne faut pas le relire 10 fois, parce que ça ne sert à rien. Il faut le relire 2-3 fois, et puis après, il faut vraiment avoir un regard extérieur. C'est important. Donc votre prochain bouquin, si je peux l'appeler comme ça sortira aux éditions Rosie et Wolf, c'est ça? Sortira aux éditions Rosie et Wolf. Je ne peux pas vous donner le titre encore, on s'est mis d'accord avec Joël pour ne pas dévoiler le titre. Mais en revanche, effectivement, ça va rester dans du polar. Je ne vais pas non plus tendre vers du polar soft comme lui il fait. D'ailleurs, lui, il n'aime pas être très estampillé polar. Donc ça va rester ma marque de fabrique, du polar thriller assez sombre, assez violent parfois. Et ça va se passer, comme vous l'avez dit avant, en ville de Genève, majoritairement. D'ailleurs, j'aurai des nouveaux enquêteurs qui seront genevois, qui vont venir collaborer avec la police lausannoise, qui vont partir sur la Chaux-de-Fonds, sur Delémont, et puis aussi un petit peu départements limitrophes, en particulier sur Annecy, La Roche-sur-Foron. Dans la vraie vie, ça marche ça ou pas? Oui, alors on a pas mal d'affaires intercantonales et de collaborations intercantonales. D'accord, très bien. Et même internationales parfois. C'est un petit clin d'œil au passage. Allez, on va faire un petit tour du côté de Paris, si vous le voulez bien, avec Jérémy Amsalag, et on revient dans un instant avec vous, Nicolas Faiz. À tout de suite, 7h30. M, dans les rues de Paris, avec
avec Jérémy Ansalag. Vous pensez que les Français connaissent bien la Suisse? Non, je pense qu'ils connaissent pas assez la Suisse, les Français. Vous savez la capitale de la Suisse? Non. Non. C'est Barcelone. Ok, oui, oui. Ça vous disait quelque chose? Oui, bien sûr, oui. C'est pas Genève? Non, c'est pas Genève? Je sais pas. Genève? Zurich? C'est pas Zurich? Non. C'est pas Zurich. C'est Vienne. Je sais plus. C'est Vienne. Je l'avais plus moi. Bah, tu vois. T'as déjà été à Vienne? Non, jamais. C'est quelque chose qui te tenterait? Pourquoi pas? Vous pensez qu'il y a quoi comme différence entre les Suisses et les Français? Franchement, je sais pas. Hein. Mais déjà, même, je sais même pas les Suisses, ils parlent quelle langue. Donc, ma foi. Bah, le Suisse en Suisse. Je pensais que parler anglais. On parle quelle langue en Suisse à votre avis? Suédois? Flamand? Flamand? On parle flamand en Suisse. Non. Il y a un truc à eux. On parle espagnol déjà. Ah ouais? On demande. Et là, maintenant, on pense aussi à avoir le mandarin en plus. Pour être international. Ouais. Vous pensez qu'il y a combien d'habitants en Suisse? 500 000, 100 000, je sais pas. 80 millions. Ok. 70, ça veut dire quoi 70? 90. 70, ça veut dire 90, exactement. Le fun, qu'est-ce que ça veut dire? Le fun, c'est un langage? C'est pour les cheveux. La calvitie? Une perruque? Permanente ou un truc? Vous séchez les Cheveux? Ok, c'est ses cheveux, voilà, tout simplement. Un fun. Ah, c'est génial! Ça vous parle? Poutser, vous poutsez souvent? Poutser à la salle? Bah non, je poutse pas trop, moi. La moque, qu'est-ce que c'est la moque? La moquette, les poils du sexe? La morve. C'est pas très mignon. Le cornet, vous avez un cornet avec vous ou pas? Non, ouais, un portefeuille, ouais. Non, moi j'ai une idée, mais je vais pas le dire devant la télé. Ah, dis, c'est pour le matin, t'inquiète. Ouais. Ah, c'est le sexe, tu penses? Ouais. Non, c'est pas le sexe. Le cornet, c'est un sac. Ah, ok. Un pain au lait? Un pain au lait? Ouais, c'est une belle femme. Un pain au lait, c'est une belle femme? Oui. Non, c'est un petit pain. C'est un petit pain avec du lait dedans. Ah, ok. Bon, comme quoi, des fois, on a des retours assez marrants. Pour Nicolas Feuze, Neuchâtel aurait pu être la capitale de la Suisse ou pas? Ah mais bien sûr, ça l'est d'ailleurs. Tiens, dans la réalité ou dans vos bouquins? Non. Bah, dans mes bouquins, non. J'essaye d'attirer un petit peu l'œil extérieur sur Neuchâtel. Voilà, ouais. Faire découvrir Neuchâtel aux autres Romains, et puis aux Français, aux Belges. Vous dites 80 ou 80? 80. Un vrai Neuchâtelois alors. Un vrai Neuchâtelois. Notre invité ce matin, procureur et auteur de polars à succès. Merci d'être avec nous. Des bouquins qui ont été traduits dans plus de 40 langues, c'est juste? Alors ça c'est pour Joël Licker. Pour moi, pas encore. Pas encore. Ah, alors j'ai mal été informé par rapport. C'est un raccourci par rapport à mon futur éditeur. C'est ça, ouais. Mais si je peux le rejoindre, volontiers. Ouais. Mais 350 000 exemplaires quand même en Suisse romande, ça, j'imagine que c'est une belle fierté pour vous. Alors il faut le diviser évidemment par 16 livres, et puis après il y a quand même une bonne partie de vendre en France. J'ai quand même 6 livres qui sont au livre de poche, qui est quand même la machine de guerre en France et qui est distribuée dans toute la France. Donc au niveau des ventes poches, c'est même plus en France qu'en Suisse. Mais les grands formats, c'est vrai que je vends encore majoritairement en Suisse. Et auteur suisse, ça se vend bien en France alors du coup? Alors on m'a plusieurs fois dit, mais tu sais, avec tes histoires qui se passent à Neuchâtel, qui se passent à la Chaux-de-Fonds, qui se passent mais même à Lausanne, tu vas pas intéresser les Français. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a un phénomène qui se passe un petit peu comme ça s'est passé pour Camilla Läckberg, qui mettait des situations à Fjällbacka en Suède. Personne ne sait où est Fjällbacka. Et aujourd'hui, Fjällbacka, qui est un petit village en Suède, est connu mondialement parce que toutes les histoires de Camilla Läckberg se passent là-bas. Et il y a un peu ce phénomène. Et c'est marrant parce qu'il y a des fois des gens qui viennent visiter des petits endroits de Neuchâtel, soit des autres cantons romans, soit même maintenant des Français. Donc vous auriez pu être édité par l'Office du tourisme neuchâtelois. J'ai eu des contacts avec eux. Bon, Nicolas Feuze, on a reçu quelques messages pour vous sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur tous ces messages reçus, et c'est Elsa qui nous les lit. Fabio, y a-t-il des lieux en Suisse que vous avez utilisés pour créer ou imager vos décors et ambiances dans vos écrits? Alors Fabio, je me permets de juste modifier un petit peu la question. Alors vous avez dit, vous utilisez beaucoup Neuchâtel et d'autres villes. Est-ce qu'il y a des lieux que vous avez peut-être visités? Je pense notamment à des lieux hantés, par exemple, qui pourraient vous donner des idées pour les ambiances, ou c'est pas le cas? C'est que... Oui, alors j'ai déjà un principe de base, c'est que j'écris jamais sur un endroit dans lequel je ne suis pas allé.
Ok. J'ai fait 2 exceptions à ça, notamment on m'a demandé d'écrire une courte nouvelle en Oklahoma. Je voulais pas prendre l'avion juste pour écrire une courte nouvelle. La deuxième exception concerne la Suisse romande. C'était une scène d'une demi-page qui se passait au cimetière de Payerne. Et là, je me suis dit, bon, là, je pense que si je travaille sur une photo Google du cimetière de Payerne, ça ira très bien. Mais sinon, je suis allé dans tous les lieux. Ouais. Bon, en même temps, de Châtel-Payerne, c'est pas très loin. C'est pas loin, ouais. C'est vrai. Sarah, quelle est la vocation qui est apparue en premier? Votre métier actuel ou le métier d'écrivain? Alors moi j'ai commencé à écrire en 2010 et j'étais juge d'instruction depuis 1999. Donc concrètement c'est vraiment apparu après. Mais c'est vrai que les scénarios me trottent dans la tête, même je dirais presque depuis l'âge de 15 ans. Ah. Même peut-être avant, parce que je faisais des fois de la BD avec des petits personnages policiers quand j'avais 10-12 ans. Ah d'accord, vous étiez déjà attiré par ce style d'écriture en fait. Oui, exactement. En fait, ce qui m'attirait, c'était pas l'écriture, c'était pas dessiner, parce que je ne vais pas dessiner, c'était imaginer des scénarios policiers. Amine, qu'est-ce qu'un bon thriller finalement? Alors ça dépend des goûts des gens. Il y a certaines personnes qui aiment avant tout l'ambiance. Ambiance noire, il peut pleuvoir, neiger, une ambiance oppressante, des huis clos, de la claustrophobie. Pour moi, c'est la surprise, c'est le rebondissement final. Et c'est vrai que la plupart de mes scénarios, je vais commencer à les construire par la fin. Je vais d'abord imaginer le rebondissement final, comment tu veux piéger les lecteurs. Et à partir de là, je construis le scénario en amont. Mais c'est très personnel. Georges, quel est selon vous le meilleur polar que vous ayez lu? À part les vôtres. Oui, puis les miens, je les lis pas, ou je les relis, mais je les... pour la correction. Le meilleur polar que j'ai lu, c'est pas le meilleur, mais c'est celui qui a créé chez moi le déclic pour écrire. C'était Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger. Et Granger, pour le situer, c'est celui qui a notamment écrit Les rivières pourpres. Ok, donc vous le conseillez Ah, je le conseille, surtout que toute la première partie du livre se passe à Montreux. Alors que c'est un ancien journaliste français. Mais oui, excellent polar. Alors, quand on écrit, est-ce qu'on a le temps de lire les autres, justement Je lisais beaucoup plus avant d'écrire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre mon travail de procureur et l'écriture, ça prend énormément de place. En plus de l'écriture, il y a toute la promotion. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je suis en phase d'écriture, vraiment proprement dite, j'écris pas toute l'année, c'est en moyenne 2, 3 mois, 4 mois par année, je ne lis pas. Parce que ça me perturbe, ça amène le style de quelqu'un d'autre dans ma manière de rédiger. Donc je ne lis volontairement pas en période d'écriture. Je lis essentiellement, comme beaucoup de gens, en vacances. Et donc il n'y a pas de livre sur la table de chevet? Non. Ou alors s'il y en a, c'est des livres de recherche pour l'écriture du prochain polar. Mais c'est plutôt des livres alors scientifiques ou géographiques ou autres. D'accord. Vous dites donc que c'est des phases d'écriture? Donc, c'est vraiment des périodes, vous écrivez pas tout d'un coup Non, je ne suis pas un de ces écrivains qui a un rythme annuel, c'est-à-dire tous les matins 1 heure. Je ne pourrais pas le faire. Non, moi c'est vraiment... Au moment où je pars dans la rédaction d'un livre, c'est 2 à 3 heures par jour, et si possible tous les jours, et ça dure 2 mois, 2 mois et demi. Si possible tous les jours, c'est pas toujours possible, mais voilà. Et ça se passe où? Ça se passe sur la table de la salle à manger, dans le bureau, dans le salon, ça se passe où? Ça, je suis curieux, j'ai envie de connaître un peu le... C'est essentiellement à la maison, parce que j'ai essayé d'écrire dans le train, j'ai essayé d'écrire sur des tables de bistrot et tout, mais si j'écris dans des endroits qui sont un peu bruyants, alors je vais m'isoler avec des écouteurs dans les oreilles, écouter de la musique sans parole, etc. Et j'aime vraiment écrire à la maison. Et la période idéale, c'est juillet-août, parce que je peux me mettre sur la terrasse, écrire jusqu'à 22h, 23h. Ah bah oui. Avec la lumière du jour. Dernière question. Oui, on a Chloé qui dit: est-ce que l'actualité mondiale en ce moment vous facilite les scènes violentes que vous décrivez? Vous savez, j'ai eu une présentation d'un policier récemment dans le cadre professionnel qui disait mais aujourd'hui le monde est moins violent qu'il y a 100 ans en arrière ou même qu'il y a 50 ans en arrière. Simplement aujourd'hui la violence elle est plus médiatisée. Et par les réseaux sociaux elle est plus portée... Et je pense qu'il a raison. Je pense que notre monde aujourd'hui est moins violent qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans en arrière. Le regretté Olivier Guégnat avait d'ailleurs ce discours et il avait aussi également raison.
Mais maintenant, c'est vrai que par toute cette exposition, oui, ça donne des idées, ça inspire. Avec Nicolas Feuilles, qui est notre invité ce matin, auteur de romans policiers et procureur de la République du canton de Neuchâtel. Merci d'être là. On a évoqué pas mal de choses, hein, cette double vie, en quelque sorte. On a évoqué aussi ce nouvel éditeur, hein, votre bouquin qui sortira, on l'a dit, pour l'automne prochain, en principe. Voilà. C'est le cas. Voilà. Sauf cas de force majeure, c'est vraiment le 5 octobre. Vous nous faites une promesse en direct? Allez-y. Vous viendrez en parler ici quand il sort? Très volontiers. Ah, on vous accueillera avec pour grand plaisir. Voilà, nous aussi avec grand plaisir. Alors il y a ce projet de livre, on l'a dit normalement pour l'automne prochain. Il y a d'autres choses qui se passent. On est déjà quand on est en train d'écrire quelque chose, est-ce qu'on est déjà en train de penser au suivant ou pas du tout? Est-ce qu'on a déjà des projets? On est plus qu'en train de penser au suivant. Moi, j'ai déjà écrit un 4e livre pour les enfants qui sortira en janvier. Et là, je suis déjà en train de scénariser le 2e Dicker, on va dire, avec des guillemets. Ouais. Donc, qui serait normalement pour octobre 2024. Je vais rester dans un rythme d'un par nuit. D'accord. Donc on va prendre rendez-vous régulièrement. Si vous voulez. Vous avez deux styles différents. Vous avez parlé des livres pour les enfants. Vous avez évoqué également tout à l'heure. Là encore, vous avez une double vie dans une des vies, en fait. Hein. C'est ça. C'est deux manières d'écrire qui sont différentes. Le polar pour adultes et les livres pour les enfants. Ouais. Et puis curieusement, il y a plus de carcans dans les livres pour enfants que dans les livres pour adultes. Dans les livres pour adultes, j'ai une totale liberté. Dans les livres pour enfants, il y a quand même il faut respecter un canevas, une longueur, un nombre de chapitres, des chapitres de durée identiques. Et puis, évidemment, ne pas être trop violent, ne pas être injurieux. Voilà, mais vos polars... C'est l'antithèse, en fait. C'est exactement pardon. Je t'ai coupé, je te redonne la parole dans un instant. Pour les enfants, vous devez faire super attention et puis vous pouvez plus vous lâcher dans le polar, en fait. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. À partir de quel âge on peut avoir justement un polar adulte? Parce que vous dites que c'est séparé, mais... Alors moi, les polars pour enfants que j'écris, la cible officielle, c'est 10-12 ans. Après, ça peut aller jusqu'à 13, 14 ans, ça dépend un peu des habitudes de lecture. Mais les polars pour adultes, moi, je les déconseille avant 16 ans. Enfin, la majeure partie. J'en ai un ou deux qui peuvent être lus à partir de 14 ans. C'est des âges que je balance un peu au hasard, mais c'est... Voilà. D'accord. C'est quoi que vous préférez? Pardon? Écrire, c'est quoi que vous préférez écrire? Le polar ou... Les deux. Les deux. Les deux, j'aime bien maintenant alterner d'un à l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que dans les polars pour adultes, pouvoir se lâcher, pouvoir ne pas réfléchir, oui, voilà, ça j'aime bien. Merci Nicolas Feuilles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Plus de visibilité hors frontières, en particulier en France, mais dans toute la francophonie, et puis des traductions. C'est les deux, je pense que c'est vraiment les deux plans sur lesquels on va travailler avec Joël. Et puis alors, plus loin, mais ça c'est un terrain plus compliqué à conquérir, le cinéma ou la télévision. Ah, très bien. Bon, on en parlera la prochaine fois alors. J'espère. Merci d'être venu nous rendre visite ce matin. Plein succès. On vous souhaite le meilleur évidemment. Et à très bientôt sur M et sur Canal+.